Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, pour l'instant, encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors, il faudra quelques siècles encore d'évolution, peut-être 2, 3, 4, 5, peut-être 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps. Voilà, son rythme d'évolution est propre et bien particulier. En tout cas, chaque être humain, donc, a un sens. Nous avons un sens. Notre présence à la vie, notre présence dans l'humanité, pour chaque être humain qui apparaît, n'importe lequel, sa présence a du sens pour l'évolution de l'humanité. Parce que l'évolution de l'humanité évolue grâce à tout, grâce au bien comme à ce que nous appelons le mal. Le mal aide le bien à se développer. C'est le travail conjoint du bien et du mal qui font évoluer le bien, qui font évoluer justement ce chemin vers l'ultime perfection, vers le paradis. Voilà. Alors ça, c'est la base. Donc, on a tous une valeur, un sens fondamental dans la vie. Alors, je vais reprendre l'écoute des chemins de la philosophie consacrés à Platon et à la République. C'est le numéro 6, l'épisode 6 sur 8. Il y en a 8 épisodes. C'est sur le livre 7. Faut-il sauver les ignorants? Voilà. Et l'invité, c'est Monique Canto-Sperber. Donc, je lance l'écoute et puis je commente et surtout, ça me permet de préciser ma théorie. Non, je ne pense pas. Et je ne pense pas. Pour aller libérer les prisonniers qui sont encore dans la caverne. Donc, on en est à la caverne. Mais est-ce que c'est la même personne pour Platon qui va gouverner et éduquer? Parce que finalement, celui qui sort de la caverne aura pour vocation de redescendre dans la caverne pour aller libérer les prisonniers qui sont encore dans la caverne, pour leur montrer le chemin. Donc l'idée de la caverne, c'est des prisonniers qui sont attachés, ils ne peuvent pas bouger la tête ni rien, au fond d'une caverne, et ils ont face à eux un mur, le mur de la caverne, sur lequel se déroulent des ombres, les ombres des gens qui passent, de la vie qui est à l'extérieur, mais ils ne peuvent pas voir ce qu'il se passe. Donc pour eux, la réalité, c'est les ombres qu'ils voient. C'est la seule réalité qu'ils ont. Et un est entraîné à aller voir ce qu'il se passe dans la réalité, dans le monde, non plus des ombres, mais de la réalité. Et donc c'est un travail sur l'illusion et sur la réalité, sur la réalité. C'est ce que Platon appelle le philosophe, et c'est aussi celui qui doit gouverner. Donc le bon gouvernant pour Platon est-il forcément un éducateur? Et inversement? Non, je ne pense pas. Et je ne pense pas. Le bon gouvernant n'a pas vraiment pour rôle lorsqu'il redescend dans la cité, ce qu'il ne veut pas faire, parce qu'il préfère passer sa vie en tête-à-tête avec l'intelligible absolu, bien sûr que... C'est ça, en fait, est-ce que Platon montre qu'une fois qu'on sort de la caverne, on manque d'arguments pour y redescendre, parce qu'on se trouve beaucoup mieux on ne le saurait pas, et c'est la deuxième contrainte. Il y a une contrainte pour monter, il y a une contrainte pour descendre. Et pourquoi est-ce qu'il y a de contraintes? Et donc, selon ma théorie, le monde de l'illusion, c'est le monde total. La caverne, en fait, nous y sommes tous plongés. Le seul moment où nous sommes... où nous sortons de cette illusion, de l'illusion du monde tel qu'il est, qu'engendre en fait notre ego. C'est notre ego qui engendre l'illusion du monde, qui nous fait croire que les choses sont comme ça c'est mieux que ça c'est plus fort que ça c'est etc. Telle personne c'est monsieur un tel, sa qualification c'est maréchal ferrant, c'est maire du village, c'est etc.
tout ce qui nous sert à distinguer, tout ça, c'est une illusion à laquelle on doit croire, mais c'est une illusion. Et pour sortir de cette illusion, il faut que l'ego soit éteint. C'est ma théorie. Et il faut que l'ego soit éteint, et à ce moment-là, on tombe en état d'extase. On tombe dans la contemplation. Le cerveau est vide, il a plus de référence avec le passé et le futur, il est posé sur l'immédiat, sur l'instant présent, sur le présent, et il est en contemplation. Il ne peut être qu'en contemplation. Et dans cet état-là, on est au contact de la vérité, du vrai. On voit les choses de façon vraie, mais en réalité, c'est le corps qui ressent, c'est nos sens qui sont au contact du vrai. Il n'y a plus de chemin intellectuel de réflexion sur ceci, etc., etc. On est une sorte de réceptacle des choses. Et on est en fusion avec les particules élémentaires qui composent tout et qui nous composent nous-mêmes. En fait, cette harmonie, elle est parce que les particules sont en contact les unes des autres. C'est comme ça que je l'explique, de façon naïve, hein, mais c'est comme ça que je l'explique. Et je pense que peut-être la science démontrera ce mécanisme-là. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye de l'éclairer. Toujours la même interaction entre désir et contrainte. Le désir, une fois qu'on est là-haut, le désir, c'est dire rester. Et c'est précisément parce que c'est par un désir contrarié qu'on est arrivé que il y a le philosophe, comme le philosophe en arbre a reconnu en lui le travail de ce désir de monter vers le bien. Mais le philosophe, c'est que le désir qu'il a, parce que le philosophe, tant qu'il n'est pas en état d'extase, il n'est pas au contact de la réalité. C'est son ego qui parle, quoi qu'il arrive. Donc, il est au même degré que celui qui était enchaîné au fond de la grotte. C'est pareil. La seule chose, c'est il fait l'effort pour atteindre la vérité, pour monter progressivement vers le souverain bien, pour atteindre ce souverain bien. Et donc pour atteindre la contemplation. Parce que pour moi, c'est ce dont parle Platon. Platon, pour lui, la vérité, c'est la contemplation. Mais ça, c'est mon point de vue. J'aimerais reconnaît également qu'il y a en lui le désir de redescendre, parce que sinon il n'accepterait pas de redescendre. On le contraint, mais il redescend comme... Il n'y a pas de contrainte sans une forme de consentement, étant donné les personnalités auxquelles on a affaire dans la description platonicienne. Mais redescendre dans la caverne, ce n'est pas vraiment éduquer. C'est harmoniser, c'est constituer, c'est pétrir comme le Platon, c'est tramer, c'est tisser comme Platon le dit dans le politique. Les caractères faibles et les caractères forts, arriver à cette espèce d'harmonie civique qui garantit à la fois le développement de la cité, une vie réelle, mais également une forme de paix et de concorde au sein des citoyens. Ce n'est pas tellement d'éduquer, malheureusement, parfois, parce que éduquer, si vous voulez, c'est toujours une prise de risque. On ouvre vers l'avenir, on forme une personnalité, et aussi maîtriser que soit l'éducation, on ne sait jamais tout à fait ce que la personnalité en question fera. Ce n'est pas tellement comme cela que Platon envisage la gestion politique et le gouvernement politique. C'est sans doute une des faiblesses de la philosophie de Platon. C'est plutôt la volonté d'arriver à une perfection et de la maintenir. Et il y a un côté statique. Et en quel honneur ça serait une faiblesse? Il a tout compris justement. Il a compris que ce chemin vers la perfection ne peut pas être, que c'est inhérent à nous-mêmes. Et c'est inhérent à l'humanité. Parce que c'est l'humanité qui peut atteindre cette perfection. Quelques éclaireurs, quelques humains vraiment rares, des éclaireurs en réalité, vont atteindre le degré de sagesse absolue, l'extase en somme. Et ça va être les soufis, et c'est des gens qui sont insignifiants, qui n'ont aucun pouvoir, qui sont quasiment
des mendiants. Et au départ, c'était ça d'ailleurs, le soufisme. Et donc, on va le retrouver dans le soufisme, mais on va le retrouver chez les moines bouddhistes, chez les moines zen. C'est en réalité, ce sont les éclaireurs de l'humanité. Et Platon sait que c'est eux qui ont raison et qui atteignent la réalité. C'est pour ça que évidemment, ça peut pas concerner l'ensemble de l'humanité, parce que la contemplation, c'est la fin de l'action, c'est l'état de contemplation, on arrête l'action. Donc si l'humanité tombait en état de contemplation, dans son ensemble, si les 10 milliards d'êtres humains que nous sommes actuellement arrêtés et tombés en état d'extase, eh ben le monde se réalise plus, c'est fini. Parce qu'il faut pouvoir se projeter, il faut sortir l'esprit du présent absolu, du présent de l'immédiat. Il faut que l'esprit puisse se projeter pour dire demain je vais faire ça, j'ai commencé ma maison aujourd'hui, demain je reprends le truc, je vais qu'on construise la tour Eiffel, il faut qu'on fasse telle et telle chose, ça va prendre tant de temps, etc. Et c'est valable pour toutes les constructions que l'humanité fait, pour tout ce qu'on réalise en réalité. Mais pas que pour les constructions, pour la vie en règle générale. Dans l'idéal politique de Platon, mais donc Platon dira que c'est en fait une illusion. Rappelez-vous les dernières pages du livre 7 de la République. Oui. Oh, j'ai raconté vraiment une histoire grandiloquente, dit Socrate. Je voulais pas aller si haut. Bon, il y a quelque chose un peu poétique. Donc... Oui, non, mais je voulais pas aller si haut parce que c'est quelque chose qui concerne un autre degré. L'extase, donc la contemplation, la contemplation du bien, l'état final. Ben, ça concerne que la réflexion du philosophe qui veut véritablement chercher, mais ça concerne pas l'humanité dans son ensemble. Ce que j'ai dit, immédiatement une prise de distance par rapport à l'extraordinaire histoire qu'il vient de raconter, et dans le livre 8 de la République, et aussi dans les lois, Platon insistera sur le fait que tout gouvernement parfait, même dirigé et gouverné par les êtres les plus parfaits, les mieux éduqués qui soient, ne peut éviter, pour finir, d'être gonflé de démesure. C'est l'expression qu'il emploie, gonflé de démesure. Donc Platon programme la dégénérescence inévitable de la cité la plus parfaite et la dégénérescence inévitable du caractère du gouvernant le mieux formé. Donc cette conception de la corruption inévitable à l'intérieur de la perfection même est quelque chose qui ramène la philosophie de Platon dans un réalisme désespéré, d'une certaine manière, désespéré. La conclusion est la seule qui puisse guider les affaires humaines, faire tout ce qu'on peut, le mieux qu'on peut, mais ne pas ignorer la difficulté du réel et le caractère corruptible de toutes les réalisations humaines. C'est désespérant pour la politique. Non, parce que si elles sont corruptibles, elles sont aussi susceptibles de régénération et de renaissance. Les deux vont ensemble, c'est comme le désir et la contrainte. Ça veut dire qu'un homme politique serait celui... Alors ça, c'est ce que dit Platon, et ça, il faut qu'on s'arrête là-dessus. L'homme politique est peut-être celui qui sait qu'il ne pourra pas rester un homme politique très longtemps. En tout cas, c'est celui qui n'est pas intéressé par le pouvoir, nous dit Platon, et c'est pour ça que le philosophe est le mieux à même pour gouverner, parce qu'au fond, l'exercice du pouvoir ne l'intéresse pas du tout. Une fois qu'il a vu contempler le soleil et le bien, le redescendre dans la caverne et exercer un pouvoir sur ses prisonniers, quelque chose qui lui paraît secondaire, et c'est pour ça que c'est un bon gouvernant, nous dit Platon. Absolument, et ça va très loin. Mais ce désintérêt, on ne le voit pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'homme politique qui est désintéressé par le pouvoir. Non seulement il est désintéressé, il n'a pas le désir du matériel, il a le désir, son désir est concentré sur la contemplation, mais d'autre part, il ne possède rien. Ça, c'est une chose que Platon détaillera dans la suite de la République. Et c'est pas pour rien. Le gouvernement ne possède rien. Voilà. Et c'est pas pour rien, parce que la société en bonne santé dont il parle au départ, c'est une société qui est dans le dénouement en réalité, qui n'a pas besoin, qui n'est surtout pas dans le luxe, pas dans la profusion, pas dans le gaspillage, pas dans tout ce qu'on voit et qui fait que notre société est en mauvaise santé en réalité. Et bien matériel,
ni bien relationnel. Il n'a pas de famille. Il est nourri par l'ensemble de la cité. Il n'y a pas de propre. C'est un moine zen, c'est un moine tibétain. Ce qui est propre chez le gouvernant. Toute la dimension privée particulière n'existe pas. Il est totalement rendu public. Il appartient au koinon. Et c'est ce que critiquera Aristote, d'ailleurs. Il se moquera de cette idée-là. C'est magnifique, mais tout simplement, ça n'a pas de sens par rapport à la nature humaine. Eh ben, l'image contemporaine qui se rapproche le plus de ce que dit Platon, on l'a cherché. Ça n'a pas de sens. Heureusement, je dors bien la nuit, mais... Bien entendu que ça a du sens. Simplement, c'est extrêmement marginal. Mais c'est voilà, les soufis cachés au fond de leur grotte, ou les moines zen, ou ceux qui abandonnent tout pour là les jours qui arrivent. Là, il y a le plus grand pèlerinage en Inde. Il y a je sais pas combien, 30 millions d'Indiens ou peut-être plus qui vont vers le Gange. Il y a un maximum de ces gens qui sont qui ont tout abandonné pour atteindre cet état de contemplation. Donc c'est pas... Quand je me réveille, je me dis toujours, ah merde, je suis candidat. Vous avez pas envie de devenir président de la République ? Non, c'est pas mon rêve, et puis même là maintenant, non, mais par contre, non, mais là, vous êtes candidat. parce que nous on est pour, oui, je suis candidat, mais pour convaincre que vous seriez un bon alors, je suis président de la candidat République. pour porter un programme, pour porter des idées, pour contester le système tel qu'il est, et pour dire que le pouvoir, oui, il en faut un, mais un pouvoir partagé, un pouvoir collectif, et c'est pas le pouvoir pour nous, pour moi ou pour le NPA, c'est que la population, elle puisse avoir le pouvoir et pouvoir décider de sa vie. Rappelez-vous, c'était en 2012, Philippe Poutou se présentait au présidentiel. Il avait absolument raison, Philippe Poutou. Bien dans cet extrait, c'est une archive des actes du 11 avril 2012, que sa candidature est plus un programme qui implique le partage du pouvoir dans la société plus que la mise en avant de sa personne comme candidat. C'est pas du tout l'idée de Platon, ça. C'est une personnalité qui est la seule qui a accès au koinon, à ce qui est commun. Et le koinon, pour Platon, ce qui est commun est aussi ce qui est universel. On déduit de l'universel ce qui est le bien commun, en quelque sorte. On n'a pas du tout la même idée. Mais si, justement, si celui qui monte, si le philosophe qui va prendre le pouvoir, en quelque sorte, est dans la contemplation, cherche à atteindre la contemplation, il est plus du tout dans l'ego. L'ego n'est plus là. C'est plus un personnage. Ça, c'est l'opposé. C'est très proche de l'anarchie et donc de la pensée de Philippe Poutou. Aujourd'hui, où ce que nous appelons le commun, c'est un commun participatif, c'est un commun construit par tous. C'est ce qui est proposé, Poutou. Qui est construit par tous et qui est le résidu de tous les intérêts particuliers, ce qu'on retrouve dans toutes les formes d'intérêts particuliers. C'est ça l'intérêt commun dans la conception que nous en avons. Chez Platon, c'est pas du tout ça. C'est la contemplation par un esprit qui a été formé de manière particulière. Là, on transcende l'individualité. Ce qui reste, c'est le type de formation d'intelligence qui donne accès à une connaissance qui permet de savoir ce qu'est. Mais qu'est-ce qu'elle entend par contemplation ? Ce qu'est le vrai absolu. Comment elle voit la contemplation ? Aussi, et à partir de cela, et l'absolu. Et qu'est-ce que c'est que le bien ? Pour la cité, l'espace politique étant en quelque sorte la réalité la plus choisie, la plus excellente, ou essayer d'incarner ce bien, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se donner cette réalité humaine exceptionnelle qui est une communauté politique pour en faire le terrain d'expérimentation du bien qui a été observé. Mais ce bien n'est absolument pas l'émanation collective de la cité, ne suppose que qui que ce soit donne son avis là-dessus. C'est pas du tout cela que Platon a en tête. Alors, autre exemple contemporain, comment faire pour que les rares qui savent ce qu'est le bien ne créent pas un fossé? Si ceux-là sont au pouvoir, comment faire pour qu'il n'y ait pas un fossé entre eux? On va arrêter là, tiens. Sur cette vidéo, on va... je vais arrêter là. Voilà, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas si vous avez
Et si vous avez envie de participer à ce travail, si vous avez des compétences pour faire évoluer le site ou des compétences philosophiques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir. Voilà, et je cherche à faire évoluer le site Mécanique Universelle qui est en train de tomber en déshérence. Donc j'aimerais bien pouvoir le modifier, l'améliorer, voilà, l'enrichir, je sais pas, en changer la base. Voilà, donc si vous avez des compétences là-dessus, vous êtes les bienvenus. Merci de votre écoute, de votre présence, de votre bienveillance, et à très bientôt.